Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Nous nous intéressons aujourd'hui à la grève des gros porteurs. Le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali a entamé ce lundi 18 décembre une grève illimitée. Il réclame la mise en œuvre des accords du 27 mai 2017. Nos invités sur ce plateau, Ibrahima Kébé de Fassokanou, Khalid Dombélé, économiste au CRAPES. Je suis Fatmata Togola. Le Grand Dialogue. Pour commencer, je vous propose d'abord d'écouter ces propos de Moussa Bagayoko du Synacor. On avait dit de situer la responsabilité du chauffeur par rapport aux produits détériorés. Nous avons demandé la convention collective qui regroupe tout un ensemble national. En fait, quand je dis ensemble national, parce que c'est derrière ça, il y a l'INPS, il y a l'AMO, il y a le contrat de travail qui fait partie de nos différents pays. Et il y a le gris salarial aussi. Maintenant, nous avons dit, concernant le gris salarial, où nous en sommes. Il y avait une commission qui travaillait sur ce problème de gris salarial pendant 8 mois. Depuis le 17 mai, il n'y a pas eu d'avancée parce que les chauffeurs souffrent. Quand on voit des chauffeurs, des gros porteurs qui conduisent à 50 000 francs, à 30 000 francs, et même pour avoir ce 50 000 francs ou ce 30 000 francs, c'est des problèmes. Comment c'est des problèmes? Quand il vient du voyage, il va, il décharge, on va dire non, voilà un sac qui est touré, il manque 2 kilos, voilà un bidon d'huile qui est percé, il manque 5 litres, et c'est comme ça, ils essaient maintenant d'éponger un peu ton petit salaire même qu'on te donne. Alors vous venez d'écouter cette intervention de M. Bagayoko du Synacor. M. Kébé, nous allons commencer par vous. Quelle est votre impression par rapport à ces revendications-là? La première des choses, c'est des revendications qui sont vraiment justes, c'est des revendications nobles. Parce que nous sommes dans la logique de ceux-là qui disent qu'à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses capacités. En tant que travailleur, on a droit à un salaire vraiment décent, on a droit à la santé, on a droit à la protection. Et en tant que travailleur, on a aussi le devoir de bien faire le travail comme il le faut. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire comme introduction. D'accord. Et vous, M. Dombélé? Alors, lorsqu'on écoute le monsieur, on a l'impression que nous vivons dans un pays où les situations sociales commencent, si nous continuons d'ailleurs à s'aggraver. On se rappelle, durant cette année 2017, dans plusieurs secteurs, à commencer par le commerce, le transport, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, pas mal de fonctionnaires, de travailleurs sont partis en grève pour cause des actions purement et simplement sociétales. Aujourd'hui, le monsieur il revendique un certain nombre de choses en rapport avec la protection, un certain nombre de choses en rapport avec une meilleure condition de travail, des choses qui sont plus que légitimes pour tout être humain voulant s'épanouir dans un milieu professionnel donné. Donc moi j'estime que non seulement ils sont dans leur droit le plus fondamental de revendiquer ça, mais aussi ça en dit long sur l'état social même de la République en question. Aujourd'hui, on est tous interpellés à se poser la question suivante. Est-ce que la République est en train de partir dans une indifférence d'insensibilité, tout simplement? Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des personnes qui souffrent dans le travail. Qu'est-ce que l'État fait pour ça? Donc, c'est une impression d'indifférence surtout que j'éprouve face à cette situation-là. D'accord, mais il y a eu une grève au mois de mai, c'était par rapport aux mêmes revendications. Voilà, et il n'y a pas eu d'aboutissement si on juge bien cette situation-là où on en est actuellement. Pensez-vous que cette fois-ci, il y aura changement de situation ou pas? C'est ce qui fait beaucoup plus mal en fait, parce que au fur et à mesure que les grèves se succèdent, on a l'impression que ce sont les mêmes revendications qui reviennent. Et ces mêmes revendications qui reviennent, on a l'impression qu'il n'y a aucune mesure sérieuse qui est prise face à cette situation. Alors il y a lieu de se poser, est-ce que c'est aux sous que ces gens-là sont en train de s'adresser, ou bien c'est à des personnes dignes des oreilles qui les écoutent? Parce qu'on se demande quand même face à ces revendications, à travers la pesanteur de leur situation, à travers la situation dans laquelle ils vivent, on a l'impression que rien ne se passe. Donc, est-ce que c'est un effet de mode qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, on voit que dès que ça ne va pas dans un secteur,
on part à la grève. Dès que ça ne va pas dans un autre secteur, on part dans la grève. Donc il y a lieu de se poser la question, est-ce que réellement ça est en train de devenir ce qu'on appelle une imitation? Parce que la grève, c'est la conséquence d'un certain nombre d'échecs au niveau de la négociation. Parce que si, avant de partir en grève, on part à la négociation. Si on ne sommes pas d'accord, donc la grève, c'est l'étape finale. Autrement dit, est-ce qu'au Mali, aujourd'hui, pour se satisfaire, il faut aller dans l'extrême? C'est la question qu'on se pose. Donc moi, je me demande si toutefois réellement, à travers les mêmes revendications qui reviennent, est-ce que réellement on les écoute? Est-ce qu'on est en train de les écouter? Parce qu'il y a entendre aussi et écouter qui sont différents. On peut entendre sans pour autant écouter. Ok. Alors, M. Kébé, qu'avez-vous à dire par rapport à cela? La grève est un droit. C'est un droit. Les syndicats ont bel et bien raison. Mais en prenant le fond de cette grève-là, on se rend compte, comme il a si bien dit, il s'agit de la question de la grille salariale. Mais selon nos investigations aussi, on s'est rendu compte que leur salaire de base, ça évolue, hein, c'est de 50 000, 75 000 jusqu'à 100 000. Et aujourd'hui, ils revendiquent jusqu'à 200 000 à 150 000 à peu près. Alors qu'en réalité, l'État en tant que tel, ces gros porteurs n'ont rien à voir directement avec l'État en tant que tel, parce que c'est des privés qui les engagent dans ce travail-là. Et aussi, leur employeur aussi se plaint beaucoup d'eux. Vous voyez un peu, il y a 2 poids 2 mesures à ce niveau. Sinon, en toute sincérité, c'est que les revendications en tant que telles, en ce qui concerne les questions de protection, les questions de mieux vivre, sont vraiment logiques. Mais c'est pourquoi j'ai parlé aussi, en tant que travailleur aussi, on a des devoirs. On a des devoirs vis-à-vis de celui qui nous emploie aussi, et nous devons travailler correctement. Donc il y a cet aspect aussi qui est sur la table avec les employeurs. Et est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des raisons qui font qu'il y a blocage actuellement par rapport à la mise en œuvre de leur accord demandé? Bon, la question de mise en œuvre relève justement d'une question de volonté. Si vous vous êtes mis d'accord autour d'un papier, il va de soi que vous respectez vos paroles données. Ça, c'est aussi clair. Mais si vous voyez qu'il y a blocage, c'est qu'en réalité, au fond, il y a un problème qui ne dit pas son nom. Mais vous voulez réagir par rapport à ça? Oui, en fait, moi je crois que en partie ce qu'il dit n'est pas faux. Mais si il a dit quelque chose qui a attiré mon attention, c'est que lorsqu'il dit que ces gens n'ont rien à voir directement avec l'État, moi je crois que c'est pas totalement le cas. Pourquoi? Parce que dans un État, il y a ce qu'on appelle le secteur privé. L'État est censé réunir les conditions pour l'épanouissement du secteur privé. Donc, partir même de son constat selon lequel ces gens travaillent pour ce qu'on appelle des entreprises privées, donc quelque part ils n'ont rien à voir avec l'État. Moi je m'inscris totalement en faux de cet argumentaire. Pourquoi? Primo, on sait que l'État prélève ce qu'on appelle des recettes. Ces recettes-là sont prélevées sur la base des activités des entreprises qui excellent non seulement dans le public mais aussi dans le privé. Et quelque part cette politique fiscale-là a un lien immédiat, bien évidemment, avec ce qu'on appelle les travailleurs aussi de ces entreprises privées, parce qu'ils sont aussi taxés sur la base de ce qu'on leur donne. Au Mali, on sait qu'avec la législation, ça c'est quelque chose qui est évident. À partir du moment où ton salaire dépasse ce qu'on appelle 50 000, si tu es soumis à l'imposition. Autrement dit, tu es obligé de verser quelque chose à l'État. Donc, on ne peut pas de jour au lendemain dire que voilà, voyez, ils travaillent avec le privé, ils n'ont pas grand chose à voir avec. C'est une chose de dénoncer leur comportement dans le travail, ça n'est une autre aussi de faire le lien entre ce comportement et le fait que l'État est sous à leurs revendications. Ça, c'est un. De deux, on ne peut pas analyser cette situation de façon individualiste. C'est-à-dire, pour comprendre le fond de la situation des grèves au Mali, il faut faire ce qu'on appelle une analyse systémique. En fait, tu ne peux pas prendre seulement le secteur. Aujourd'hui, je sais qu'il est question de la grève des gros porteurs. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes face à cette situation, il est le devoir de tout citoyen sérieux de se poser la question. Ah, mais aujourd'hui, on voit que depuis cette année a commencé, il y a eu pas mal de grèves dans plusieurs secteurs au Mali. Donc, quelque part, on ne peut s'empêcher de faire un lien entre les différents secteurs. D'autant plus que l'économie est comme un circuit. D'accord. On sait que ça commence avec le primaire, le secondaire et le tertiaire. Mais les 3 secteurs sont ce qu'on appelle liés de façon inextricable. Dès que ça ne va pas dans un secteur,
automatiquement, on sent que l'autre secteur aussi va sentir le coup. Parce que le primaire, c'est les matières premières. Le secondaire transforme ces matières premières et le tertiaire fait avec le transport. En fait, effectue les services avec les matières transformées. Donc, si le transport étant un élément clé du secteur tertiaire et que ce transport se découvre ce qu'on appelle impacté, automatiquement, vous en conviendrez avec moi que les autres secteurs qui reviennent, qui sont inextricablement liés au secteur tertiaire, automatiquement au transfert, vont sentir le coup. Donc, on ne peut pas faire une analyse, si on procéder avec une méthodologie individualiste face à cette grève-là. Moi, je crois que c'est une grève qui en dit long sur la nature même des liens entre, d'une part, les travailleurs syndicaux et d'autre part, l'exécutif en place. Pourquoi ça s'envenime comme ça? Moi, je crois que c'est la problématique qui vaut les millions de francs CFA. D'accord, oui, M. Kébé. Oui, mais quand je dis que l'État n'a rien à voir, ça ne veut pas dire que l'État n'a aucune responsabilité en tant que tel. On est dans un État qui se dit structuré. Évidemment, le secteur privé, même quand je parlais de la question de protection, tu ne peux pas parler de cette question de protection sans aller dans la question d'INPS. Lamo, il en a parlé tous dans son interview. Et j'ai bien parlé de ça. Mais je parle en tant que... c'est-à-dire, ce n'est pas l'État qui les a engagés dans ce travail-là. Je voudrais dire ça parce que quand tu revendiques un salaire de base de tel franc à tel franc, ça c'est le SMIC est là, c'est connu de tous. Donc au-delà de ça, il gère ça directement avec les employeurs. C'est de ça que je voulais dire. Mais au-delà de ça, l'État peut bel et bien faire quelque chose. En toute sincérité, les questions privées sont aussi gérées par l'État d'une manière. Donc c'était juste pour une mise au point à ce niveau. C'est pourquoi j'ai dit en partie que son analyse n'était pas à côté de la plaque en partie. Même lorsque vous dites que voilà, l'État n'a pas quelque chose à avoir directement avec eux. C'est là le problème. L'État a quelque chose à avoir directement avec ces gars. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui réglemente les conditions du travail. C'est pas l'entreprise privée. L'entreprise privée est sous tutelle de l'État. Donc tout ce qui se passe entre l'entreprise privée et son employé, quelque part engage la responsabilité de l'État en place. Donc si l'État n'est pas sérieux, automatiquement, les entreprises privées... Par exemple, le SMIC, l'augmentation de la grille salariale, je vais finir, le SMIC, c'est au moins 40 000 francs CFA. Mais la base aujourd'hui, là, selon nos investigations, c'est à partir de 50 000. Leur base de salaire, 50 000, 75 000, même 100 000 francs CFA. Donc, ils sont même au-delà de cette réglementation-là, dont le truc minimum, c'est 40 000 à peu près. Oui, c'est l'erreur que vous faites. En fait, lorsque vous prenez le CIMIC, les 50 000, est-ce que vous prenez aussi leur productivité dans le travail? Est-ce que vous vous dites, est-ce que le travail qu'ils font est rémunéré à la hauteur des 50 000? C'est la problématique qu'il se pose. C'est pourquoi je dis à l'introduction que nous sommes dans la logique de ceux-là qui pensent à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses capacités. Je suis dans cette philosophie. Voilà. Je l'ai dit depuis l'introduction, il faut qu'on soit très clair. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Parce que nous sommes en réalité dans un État capitaliste. Et pour moi, il faut casser ce système-là et puis instaurer un autre système qui prend en compte les aspirations profondes de notre peuple. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de dire qu'ils n'ont rien à voir directement avec l'État? Non, vous ne comprenez pas jusqu'à présent. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes dans un autre monde en ce qui concerne. Moi, je te parle en tant que politique, par exemple, en tant que voir le système politique en tant que tel. Justement, moi, je suis dans ça. Moi, je ne suis pas le système politique et le système... Dans le monde que vous défendez. Le système politique et le système économique, je suis désolé, cher Keba, ce sont des choses qui sont inextricablement liées. Tu ne peux pas analyser... C'est pas exact. Mais bien sûr. La politique... Je vous en prie. Oui, terminé. Voilà, je disais que, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il existe une cellule conseiller technique des questions économiques au palais présidentiel. Jusqu'aux preuves de contraire, aujourd'hui, il y a cette cellule-là qui existe. Raison pour laquelle on dit que les politiques dans leurs différents choix, les politiques économiques, et là il est question de quelque chose qui est en rapport avec ce qu'on appelle un axe économique qui est très important, la répartition des ressources. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Du coup, quand il s'agit de cela, on ne peut pas exclure, si vous voulez, l'analyse économique à partir du moment où c'est sur fond de cette analyse-là qu'on doit déterminer comment répartir le gâteau qu'on a gagné dans l'économie, autrement dit le revenu, l'ensemble de revenus qu'on a gagné dans l'économie. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la politique en tant que telle, elle est inséparable de la vie. Il n'y a pas un seul domaine dans la vie qui n'est pas
tranché par la politique, il n'y en a pas. Où est la problématique alors? Non, il n'y en a pas. La politique, où se trouve le discours? La thèse qui consiste à dire que l'économie est différente de la politique. Je n'ai pas dit ça, c'est vous qui dites ça. C'est dans votre développement. Vous dites je suis dans un autre monde. Monsieur Dambélé, je vous en prie, oui. Voilà, donc la politique en tant que telle, elle est inséparable de la vie. Dans tous les domaines de la vie nationale, c'est bien sûr une ligne politique clairement définie qui régit l'ensemble de ces domaines-là. Et au fond, mais selon vous, où se situe la problématique? La problématique aujourd'hui, c'est une question de volonté politique. Et cette question de volonté politique-là relève évidemment d'une ligne qui est clairement définie par celui qui gère aujourd'hui le pays. C'est aussi simple que ça. Parce que la question des besoins dont on parle aujourd'hui, la question de la protection des travailleurs dont on parle aujourd'hui, la question de la sécurité des travailleurs dont on parle aujourd'hui, c'est évidemment, comme il a dit, tout est tranché, tout est clairement défini par une ligne. Donc il va de soi que cette volonté politique puisse revisiter conformément à des principes qui peut prendre en compte les aspirations profondes de notre peuple. Je crois qu'il n'y a plus de contradiction à ce niveau. S'il est d'accord que effectivement ces salariés ont quelque chose à voir avec le politique, moi je crois qu'il n'y a plus de contradiction à ce niveau. C'était mon seul problème. En fait, la question elle est plus politique. Économiquement aujourd'hui, économiquement, justement, lorsque vous dites que ce n'est pas exact, que vous mettez à développer la thèse contraire. C'est vous qui ne comprenez pas au fait. Je vous ai dit et je vous ai expliqué au fait. J'ai dit, si vous voyez que je dis que l'État n'a rien à voir directement, et j'ai précisé de quoi il s'agissait en réalité. Et ça, je l'ai expliqué. Donc, on ne veut pas revenir là-dessus encore. Non, mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que vous ne pouvez pas dire l'État n'a rien à voir avec ça, avec des arguments à minima. Et directement avec ça, avec des arguments à minima. On veut dire non, c'est parce qu'il travaille avec le privé. C'est pourquoi, voilà, on peut dire que l'État directement n'est pas concerné par cette situation. Ce que vous oubliez, c'est que le privé est déterminé, l'activité du privé est encadrée et réglementée par ce qu'on appelle l'État. Ce qui fait que automatiquement, en fait, directement, explicitement, il y a effectivement un lien direct entre ces gars et l'État. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Sinon, je vous ai compris, hein, sauf que je ne suis pas. Je respecte votre point de vue d'ailleurs. D'accord. Ok. Alors là, je vous propose d'écouter un autre son de Monsieur Moussa Bagayogo du Sinacor qui nous dit que la situation n'a pas évolué depuis 2015. Alors, écoutons-le. Vous savez, depuis en 2015, nous avons 10 revendications à faire, auxquelles toutes les revendications ont été, tous nos 10 revendications, les différentes revendications que nous avons eu à poser, la grève, on l'a enlevée suite à des procès verbaux de conciliation avec les différentes structures. Et à partir de 2016, nous avons vu qu'il y a pratiquement la volonté n'est pas. Donc nous avons repris encore la grève. Et on nous a donné encore et nous avons laissé tomber. Et en 2017, rien qu'en mai, la grève a fait 4 jours. Et durant ces 4 jours, il y a eu encore un procès verbal, un accord total de nos revendications. Et qui sont restés toujours vains, parce que il reste le problème du poste de contrôle, les différents postes de contrôle, auxquels, comme s'il y a 10 points, il y a eu seulement un seul point qui a été pris en compte. Donc ce point-là, nous avons fait ça par rapport à la situation même de nos patrons, mais en réalité, nous n'avons pas grand-chose dedans. Alors, vous venez d'écouter ces propos de M. Moussa Bagayogo, toujours du Sinacor. Depuis 2015, sur les 10 revendications, il n'y a qu'un seul point qui a été pris en compte. Selon vous, qu'est-ce qui amène tout ce retard dans l'évolution de la situation? Il y a la question du sérieux qui se pose, en fait. 2015, 2016, 2016, 2017, ça fait bientôt 2 ans. Les mêmes personnes sont en grève. Sur les 10 revendications, il n'y a qu'un seul point qui se... Bien évidemment, lorsque nous sommes en négociation, vous en conviendrez avec moi que la responsabilité des deux côtés sont engagées. Lorsque je parle, ne vois pas en moi porte-parole des travailleurs syndicaux. Je veux juste vous dire que dans ce genre de négociation, c'est à l'État la responsabilité en partie
vient à l'État de restaurer un bon climat de négociation, éviter les situations extrêmes. Parce que je l'ai dit dans mon introduction, quand est-ce qu'on part, nous partons en grève? Nous partons en grève lorsque les négociations n'ont pas abouti. Autrement dit, la grève, c'est l'étape finale d'une négociation donnée. Donc, c'est une situation que je présente comme étant une situation extrême. On se dit, alors, donc, au Mali, aujourd'hui, est-ce que si nous ne sommes pas dans l'extrême, on est écouté? On l'a vu avec la santé récemment, les médecins, il a fallu qu'ils aillent en grève illimitée, que des vies se sentent vraiment malades sérieusement, on commence à négocier avec eux. Les magistrats, la même chose. L'éducation, la même chose. Et récemment, les professeurs du premier cycle et du second cycle sont partis en grève de 86 heures. Ça continue en fait. Donc on s'est dit, est-ce que c'est un effet de mode au Mali? Pour se faire entendre, pour se faire écouter, il faut aller dans l'extrême. Ça, c'est la première chose à dire. La seconde chose, c'est qu'au regard de cette grille de lecture, on peut facilement se rendre compte qu'effectivement, il y a un problème de climat entre l'État d'une part et les travailleurs syndicaux d'autre part. Donc, à l'État encore, une fois, de restaurer ce bon climat-là. Tertio, si on se concentre rien que le transport, on sait qu'aujourd'hui le Mali est importateur d'un certain nombre de produits, le carburant, les machines, les matériels de construction et à une certaine mesure aussi les produits alimentaires. Donc économiquement parlant, cette grève-là, sinon ces grèves incessantes-là, c'est une perte énorme dans le budget national. Pourquoi? Parce qu'à chaque checkpoint, à chaque poste, ces gros camions, ils payent quelque chose. Et c'est quelque chose doit partir directement, en temps normal, part directement dans le budget de l'État. Lorsqu'on sait que l'État table sur des budgets, cette année, on a vu qu'on a tapé jusqu'à 2002 et quelques milliards de francs CFA de budget. Et la recette était censée être au niveau de 800 milliards. Nous sommes déjà presque fin d'année, nous n'avons atteint que 590. Donc il y a un manque entre 800 et 590 de 300 et quelques à gagner encore. Donc, avec cette grève-là, ces gens ne seront pas en activité. S'ils ne sont pas en activité, ils ne paieront pas quelque chose au poste. S'ils ne paieront pas quelque chose au niveau des différents postes, il y aura la recette que l'État prélève va diminuer. Donc, les recettes et les dépenses, on verra que les dépenses vont excéder les recettes, ce qui va présenter ce qu'on appelle une situation de déficit budgétaire. Donc, c'est une situation qui engendre plusieurs autres mots à la fois. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, ils partent en grève, ils reviennent, ils partent en grève, ils reviennent, ils partent en grève, ils reviennent. Quelque part, on se dit, est-ce que d'un côté ou de l'autre côté, les uns et les autres ont la volonté de s'écouter, de s'asseoir et de discuter sérieusement. Donc, c'est le sérieux là que moi je pointe dans cette histoire. D'accord. Oui, M. Kébé, selon vous, qu'est-ce qui met en retard l'évolution de la situation depuis 2015 Il y a M. Bagayoro qui l'a dit dans son intervention, la question ne manque de volonté. Mais en toute sincérité, c'est la gestion politique du régime actuel qui fait partie des problèmes et non de la solution. Donc c'est pourquoi il a rappelé d'ailleurs tout à l'heure, hormis cette grève-là, il y avait des enseignants, il y avait les services de santé, il y avait d'autres, etc., etc. En réalité, le blocage, c'est à ce niveau-là aujourd'hui. Bon, il faut, pour trouver la solution, aujourd'hui, c'est le peuple qui doit se dresser de toute sa taille et pour mettre fin à cette gestion politique-là, afin que le peuple puisse dire Alhamdulillah un jour. Donc si je comprends bien, c'est question de gouvernance qui retarde l'évolution de la situation depuis 2015. Absolument, parce qu'on a l'impression que c'est de l'amateurisme dans la gestion politique du pays aujourd'hui. Les gens, hormis la question de volonté, ils ne savent même pas que faire, comment faire. C'est pourquoi on est face à ce problème-là aujourd'hui. Oui, je suis presque dans la même ligne que le confrère. Moi, je crois que le problème, c'est que c'est pas qu'ils n'ont pas la volonté, mais ça leur dépasse en fait. Vous savez, on peut avoir la volonté face à une situation donnée. Par exemple, je peux avoir la volonté de soulever un baobab. Ça, c'est la volonté que j'ai. Je suis déterminé à soulever un baobab. Mais est-ce que j'ai la force de soulever le baobab en question? Vous voyez? Donc je me dis que quelque part, même s'ils ont la volonté, ils n'ont pas la sagacité d'esprit nécessaire pour relever ce défi-là. Le défi, quelque part, leur dépasse en fait. C'est-à-dire, ils sont... Vous savez, on a tendance à dire que lorsque le problème dure, ça devient une situation normale. Pour eux, dans leur façon de penser, dans leur schéma de pensée, cette situation-là, elle est quelque part normale. C'est pourquoi je dis que je le reviens là. La solution là,
ce n'est pas dans le système actuel. Quelque part, la solution, ils font partie du problème. Cette façon de gérer là, ils font partie du problème. Mais implicitement, ils ignorent que c'est plutôt que c'est un problème, ils ignorent que c'était plutôt qu'une solution, ils ignorent que c'est un problème. D'accord, oui, allez-y, M. Kébé. En réalité, c'est une question de manque de volonté. Au-delà de ça, c'est l'incapacité. Ce régime est caractérisé par l'incapacité de faire face aux défis auxquels il doit relever en réalité. C'est manque de volonté parce qu'aujourd'hui, quand il s'agit de régler un peu la question du Nord, par exemple, ils ne font qu'arranger. Ils ont la volonté d'arranger ça. En arrangeant comment ? En donnant des centaines de millions à des bandits armés. Mais ils peuvent trouver des solutions à ça. Mais quand il s'agit de faire face aux problèmes fondamentaux du peuple, c'est là qu'on a un sérieux problème. Donc, okay. alors que tout est là. Tout est là qui prouve à suffisance qu'en réalité, Oussuru Dana, comme le dit en Bambara. Mais selon vous, qu'est-ce que le peuple fait face à cette situation-là ? Le peuple, c'est de continuer à s'organiser, comme le peuple a déjà commencé. Et bientôt, le résultat, c'est dans quelques mois seulement. Quand vous dites le résultat, c'est dans quelques mois, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Le peuple prendra toute sa responsabilité et faire de ce pays un pays véritablement d'hommes et de femmes libres et dignes, qui prendra en compte les aspirations profondes de son peuple à Bana. Mais comment le peuple compte faire cela ? En s'organisant de façon démocratique et populaire. D'accord. Oui. Démocratique et populaire, je dis bien. Oui, je comprends. Je veux juste rebondir un peu avant de continuer à répondre à votre question. Oui. Et lorsque j'ai dit que même s'ils ont la volonté, ils ne peuvent pas. Regardez, pendant plus de 25 ans, 30 ans, nous sommes gouvernés par presque les mêmes têtes, en fait. Vous allez me dire que pendant ces 30 ans, ces mêmes gens, à aucun moment donné, n'ont eu la volonté de faire évoluer ce pays-là. Je ne suis pas d'accord. Parfois, ils ont la volonté, mais on voit que ça ne va pas toujours. Donc, du coup, comme il l'a dit quelque part, c'est de l'incapacité, tout simplement. Lorsqu'on ne peut pas, on ne peut pas. Ce n'est pas une question de... Tu as beau avoir la volonté face à une certaine situation, tu t'éclipses tout simplement. Mais là, pour répondre... Je vous en prie, oui. Mais selon vous, ce que M. Kébé vient de dire, est-ce que le peuple pourra faire face à cette Justement, la question de l'organisation est d'une importance très capitale. Il faut que le peuple, comme ils ont déjà commencé à le faire, comme on a déjà commencé à le faire, nous sommes tous le peuple, il faut qu'on s'organise de façon sérieuse. Ça, de deux, il faut faire peser ces questions dans les urnes. Il ne s'agit pas de sortir de manifester seulement, même si c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut, en quelque sorte, sinon il convient, dans les différentes élections locales, régionales, législatives ou présidentielles, faire peser des questions de ce calibre-là. Quel candidat nous allions voter, par exemple, à l'élection présidentielle, qui sera à la mesure des circonstances, qui sera à la mesure de la question non seulement du Nord, la question sécuritaire, la question de l'emploi, la question de la santé, la question des grèves des syndicaux. Et c'est sur la base d'un ensemble de programmes bien rédigés, très bien expliqué au peuple, qu'on puisse comprendre où va ce monsieur où ira plutôt ce monsieur lorsqu'il sera au pouvoir. Et donc, peser sérieusement ces questions sociales-là dans les urnes. D'accord. Oui, allez-y, M. Kébé, vous voulez réagir par rapport à ces propos, oui. Oui, c'est vrai, d'une part, quand il dit qu'ils ont la volonté, mais ils ont la volonté pour la question de surfacturation, ils ont la volonté pour encore soumettre davantage le pays aux bailleurs de fonds, ils ont la volonté pour... ne pas avoir une vision très claire par rapport à la gestion saine de notre pays, c'est-à-dire la bonne gouvernance. Ils ont la volonté vraiment de nous trimballer dans la boue. Ils ont la volonté de nous retarder dans notre développement socio-politique, économique et culturel. C'est ce qu'ils peuvent faire. C'est ça, c'est leur volonté. Parce que tu ne peux pas avoir la gestion, mais ils n'ont pas la volonté, depuis 2015, de trouver une solution idoine au problème des gros porteurs. Vous avez parlé de certaines conséquences, mais les produits qui viennent, c'est-à-dire les pommes de terre, les oignons qui viennent de l'extérieur, les pommes, etc., mais à la frontière, sont tous garés là-bas. 2 ou 3 jours après, c'est des gâchis pour les commerçants. Il y a tout ça comme conséquence. Avec la pénurie de carburant aussi, à un moment donné, c'est tout ça, ça fait partie des conséquences. Donc, ils n'ont pas la volonté, en réalité, de trouver une solution à ça, mais ils ont la volonté de vraiment continuer à nous trimballer. Question simple. À nous trimballer comme... Question simple. Lorsqu'on a la volonté et qu'on n'applique pas, est-ce qu'on a la volonté? Monsieur Kébé. Tu as la volonté de faire quelque chose, tu ne le fais pas.
Est-ce que tu as la volonté vraiment? Moi, je dis qu'ils n'ont pas la volonté. Voilà. Mais je dis qu'ils n'ont pas la volonté de trouver oui. des solutions idoines aux problèmes. Voilà, maintenant, mais ils ont la volonté vraiment pour la corruption, pour la délinquance financière, pour leur incapacité de mettre fin à l'escalade de la violence, par exemple. Ils ont cette volonté-là. Oui, mais pour bien faire, ils n'ont pas cette volonté. En fait, tu sais, qui veut peut. Oui, justement. Qui veut peut. Voilà, justement. Oui. Ils ont beau le vouloir, quelque part, s'ils ne le font pas, ça revient au même manque de volonté, incapacité, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le qualifier. Moi, quand même, je me situe beaucoup plus au niveau de leur incapacité à faire évoluer tout simplement le pays là. Parce qu'il y a, même si on a... ce qui est sûr, ce qui est clair aujourd'hui... Oui, je vous en prie. Oui, c'est ce que je disais. En fait, aujourd'hui, moi, je me place au niveau... Ils ont manque de volonté, ils ont la volonté. Moi, je crois qu'ils sont incapables, tout simplement, à faire évoluer ce... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pour faire évoluer? Presque tout. On a presque tout chez nous ici pour nous faire sortir de ce bourbier-là. Hein? Mais malgré tout ça, on ne peut pas, en fait. Moi, je me dis que quelque part, est-ce que ce n'est plutôt pas de l'incapacité? J'ai la volonté, par exemple, de vouloir, comme je l'ai dit, l'exemple de Baobab, de faire soulever un gros arbre. Mais est-ce que réellement, malgré ma volonté, est-ce que la force y est pour le faire? Mais vous venez de dire... Oui, excusez-moi. En partie, il n'a pas tort. Oui, en partie, je n'ai pas tort. Mais il faut voir, par exemple, madame, par rapport à la grève des médecins, 38 jours. Et s'ils avaient la bonne volonté, ils auraient au moins réglé cette affaire-là. Mais vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui qu'ils n'avaient pas la volonté. Ou ils étaient incapables de régler. Moi, je crois que c'est de l'incapacité. Non, ils n'avaient pas du tout la volonté. C'était aussi clair que ça. Peut-être c'est le même débat. Peut-être qu'on a un problème de... Mais le fond, c'est que c'était un régime vraiment qui ne répond pas aux aspirations du peuple. Ça, c'est clair. Incapable, tout et le peuple prendra sa responsabilité par rapport à ça de façon démocratique et populaire. Et quand on parle d'urne, on parle de démocratie. Absolument. Et on est dans cette logique-là. Mais M. Kébé, les défis sont énormes. Mais est-ce que vous pensez que ces grèves-là ne vont pas en rajouter ou ce serait peut-être une solution? Ceux qui ont déclenché la grève, c'est leur droit. Ils ont droit à la santé, ils ont droit à une vie meilleure. C'est leur droit, ils ont droit à un salaire décent. Mais l'État, par exemple, que ce soit le président, les députés, les ministres, etc., sont à la charge de ces gens-là qui ne font que contribuer aux différents postes, qui ne font que contribuer un peu partout dans le pays. Donc ils ont aussi droit à une meilleure vie parce qu'ils ont aussi leur famille, etc. Mais ils ont aussi des devoirs à faire, hein, il faut qu'on soit clair. Ils doivent faire correctement aussi leurs devoirs. Nous vous rappelons que nous avons invité les transporteurs à participer à ce débat, mais malheureusement, on n'a pas pu les avoir sur ce plateau. Alors, Monsieur Dembélé, vous avez mentionné un facteur. Vous avez dit que les gros porteurs, ils transportent des marchandises venant dans le pays et allant ailleurs. Mais la dernière fois, au mois de mai, quand ils ont fait la grève, là où il a abouti les accords du 27 mai. Donc, il y a eu des pénuries de carburant, il y a eu beaucoup de choses. Le litre même était vendu jusqu'à 2000 francs. Absolument. Donc, selon vous, cette fois-ci, quelles sont les conséquences que cette grève peut avoir sur les Maliens? Dès qu'il y a augmentation de prix, comme vous venez de dire la fois passée, avec la grève de mai 2017, lorsqu'il y avait eu cette grève-là, il y a eu l'augmentation des prix des essences, pour ne prendre que cet exemple-là. Lorsqu'il y a augmentation de prix, en termes économiques, on dit qu'il y a inflation. Lorsqu'il y a augmentation de prix, qui sent le premier? C'est le consommateur du produit en question qui sent qu'il y a un problème, parce que c'est nous qui payons l'essence. Donc, lorsqu'il y a augmentation de prix, nous, on va sentir que nos pouvoirs d'achat, nos capacités d'acheter les biens et services vont commencer à diminuer. Donc, le même effet peut se faire sentir maintenant, aujourd'hui. Et comme on a dit, on maintient ces gros porteurs-là au niveau de la douane parce qu'ils sont en grève, ils ne vont pas continuer à circuler au niveau des différents postes. Donc, ils ne vont pas payer ce qu'on appelle la petite somme là qu'ils doivent à l'État malien dans les différents postes. Lorsqu'ils ne payent pas ça, imaginez, tous ces camions, ces gros porteurs au Mali, ça fait des milliers et des milliers de remorques, des milliers et des milliers de camions qui payent des petites sommes qui rassemblées font des milliards de francs, c'est pas dans le budget national. Donc c'est une perte énorme encore une fois, comme je le disais tantôt, dans la question du budget de l'État. Autrement dit, l'État va encore perdre davantage
avec cette grève-là, parce que c'est des gens qui ne seront pas en activité. S'ils ne sont pas en activité au niveau des différents postes, ils ne vont pas pouvoir régler le poste. Donc, faire rentrer quelque chose dans le budget national. Donc, et ces pénuries d'ailleurs, lorsqu'il y a pénurie de ces produits-là, en économie, il y a, pourquoi l'augmentation de ces prix-là? En économie, il y a un principe qui dit, c'est le principe de l'offre et de la demande. Lorsque la demande dépasse l'offre, autrement dit, lorsqu'on demande plus qu'on en dispose, les prix augmentent. C'est le cas des essences la fois passée. Donc le même effet, sans pour autant me répéter, c'est juste pour qu'on puisse comprendre, le même effet vont pouvoir se faire sentir. L'augmentation de prix va crisper encore une fois la colère du peuple, parce que dès que le prix augmente, c'est nous qui sentons. Donc il y a un risque de manifestation extrême à craindre avec cette grève-là. D'accord. Oui. Alors, Monsieur Kébé, selon vous, quel peut être l'impact de cette grève sur le citoyen lambda? Ça ne serait pas comme la dernière grève parce que selon nos informations, il y a une partie des syndicats qui n'est pas du tout d'accord avec cette grève-là. Donc ça aussi c'est une nouvelle, mais comme il a évoqué, c'est exactement ça, ça peut même aller au-delà de tout ça. Et cette fois-ci avec la grande sociale aussi, ça peut déclencher d'autres... Mais vous avez dit qu'il y a un syndicat qui s'est retiré. Oui. Quelles sont les raisons de ce retrait-là? Parce que pour eux, ils disent d'approfondir encore des négociations qui sont toujours dans le cadre de ces négociations-là et qu'il faudra attendre au fait. Donc voilà un peu en gros ce qu'on pourra dire, mais par rapport aux conséquences, comme il a dit, il y a effectivement ça. Mais le plus, si tu regardes sur d'autres angles, même si l'argent qui rentre, par exemple, au niveau des frontières, etc., mais le cerveau d'ailleurs de la douane, là, c'est la France qui gère. Ça aussi, c'est un problème. Et l'argent qu'on perçoit, c'est-à-dire l'argent que l'État perçoit dans le cadre de tout ça, on ne voit pas exactement la destination de ces fonds-là, en réalité. Si ce n'est pas la question de dilapidation, etc. Et c'est les différents rapports mais quand vous dites c'est la France qui gère, comment? Le cerveau de notre douane, c'est la France. Ça, c'est connu de tous. Comment ça? C'est la France qui contrôle ça. Qu'est-ce qui prouve que c'est la France qui... C'est une information qui n'est pas, comme on le dit, sous la table, madame. D'accord. Exemple palpable. Je ne suis pas trop d'accord avec ce que M. Kébé a dit. Okay. Exemple palpable, lorsque le vérificateur général fait sortir son rapport parmi les 70 et quelques milliards de francs CFA qui ont été volés sur les 3 années, et d'ailleurs il n'a inspecté que 5 services publics, lorsqu'il pointe la responsabilité de la douane à hauteur de 20 et quelques milliards de francs CFA, vous allez me dire que c'est l'État français qui a volé ça et non la douane malienne. Non, je n'ai pas dit que c'est l'État français qui a volé. Je vais vous dire, je vais terminer tout de suite. Est-ce que la France, la politique française ou bien les facteurs exogènes influencent les politiques nationales? Oui. Ce n'est pas la France seulement. Les institutions financières, ils nous disent quoi faire avec nos différentes politiques nationales. Ça, c'est une chose à part. Mais est-ce que nous aussi, on a une responsabilité qui doit être distinguée? Oui, je dis qu'aujourd'hui au Mali, est-ce que la France nous vole? C'est possible, même si je ne dispose pas de preuves concrètes pour dire voilà quelle somme la France nous a volé. Mais quelque part, je me dis aussi que, effectivement, à côté de cette situation-là, nous aussi, on s'épie nous-mêmes. Quelque part. C'est ma conclusion tout simplement. Ce que vous dites n'est pas faux en partie, mais la France n'est pas responsable de tous nos maux. Ce que vous ne comprenez pas, je n'ai pas dit qu'elle est responsable à part entière. Hein. Nous avons notre part de responsabilité. J'ai pris mon exemple sur la douane parce que vous avez parlé... Je viens, c'est vrai, par rapport au rapport du vérificateur général, mais si je dis que le cerveau c'est contrôlé par la France, c'est la France qui gère ça en toute sincérité. Si vous ne voyez pas en tant qu'économiste aujourd'hui comment la France nous pille, etc., ça c'est encore beaucoup non, plus je dis c'est une chose à part. Oui, attends, en tant qu'économiste, vous n'êtes pas sans savoir que même avec le franc CFA, comment ça évolue, comment ça marche. Mon cher monsieur, mais s'il vous plaît, la patience au moins de m'écouter, comme je le fais. Monsieur Kébé, d'ailleurs. Malheureusement, le temps nous fait défaut, alors je vais vous demander, selon vous, quelle peut être la solution à cette situation? Avant ça, est-ce que je peux restaurer quelques vérités? Juste 1 minute. Ok, 1 minute. Voilà. Ne me faites pas dire quelque chose que... 1 minute. Ne me faites pas dire quelque chose que je n'ai pas dit. Est-ce que la France nous pille? Je n'ai pas dit que c'est faux. J'ai dit que prenez la peine de distinguer entre un fait et un autre fait. La France nous pille, c'est une chose à part. Est-ce que nous aussi on se pille? Oui. Aujourd'hui, on a une grande part de responsabilité. Pour commencer à nettoyer sa cour, cher monsieur, il faut d'abord nettoyer sa chambre. On commence par sa chambre.
Vous voulez que la France fasse quoi si nous-mêmes on n'accorde pas de l'importance dans la gestion de nos propres ressources? Si nous-mêmes on se pille, si la France nous pille, moi je crois que la France doit continuer à nous piller en fait. Si nous ne sommes pas capables nous-mêmes de faire le sérieux avec notre ressource et que d'autres viennent nous piller encore, avant de commencer à nettoyer ceux qui sont ici, Monsieur Dambélé, on va pas continuer malheureusement avec le temps nous fait défaut. Monsieur Kébé, pour répondre à cette j'ai pas dit que la France ne nous pille pas. Oui. Mais pour continuer à défendre cette thèse que la France continue à nous piller, et nous, depuis hier et aujourd'hui, nous allons toujours continuer à combattre cette politique, c'est-à-dire cette relation. Je vous soutiens dans ce combat. S'il vous plaît, il faut ayer la patience au moins. Nous allons continuer à combattre cette relation nocive franco-africaine, greffée des trahisons domestiques, et puis nous allons remporter la victoire tôt ou tard. Mais wait and see. Ok, parlons à présent de la solution, monsieur Dambélé, oui. La solution, elle est démocratique, bien évidemment. Il faut aller au dialogue, il faut restaurer un bon climat de négociation. Et c'est là, ça ne peut que se faire, comme je l'ai dit, par la responsabilité engagée de l'État. C'est à l'État que la responsabilité revient d'instaurer dans tous les secteurs de l'emploi au Mali, pas les transporteurs seulement, mais dans tous les secteurs de l'emploi au Mali, la responsabilité revient à l'État de bien vouloir restaurer un bon climat de négociation. Ça, c'est un. De deux, il s'agit également d'une bonne politique d'emploi qui prévient ce genre de comportement. Dès qu'on sent qu'il y a des crispations qui sont en train de s'installer, qu'on puisse prévoir ça de loin et entamer des actions pour qu'on puisse éviter d'arriver à des situations extrêmes comme ça, parce que ce sont des pertes énormes dans nos budgets et ça nous met beaucoup en retard. Donc pour moi, la solution passe par la négociation. D'accord. Oui, monsieur Kébé. Je crois que l'État doit s'impliquer davantage, les employeurs aussi, les transporteurs, ils doivent tous s'impliquer davantage pour trouver rapidement une solution. Pour finir, je demanderai à M. Dambélé de revenir sur terre et je vous remercie. D'accord. Cela me fait... Je veux juste conclure quand même, il a eu droit à... Oui, allez-y. Mon cher Kébé, je n'étais pas en contradiction avec vous. L'intérêt d'une discussion, c'est de pouvoir se comprendre. Je vous ai compris dans votre lutte, je pense que c'est vous qui ne m'avez pas compris. Désolé si vous ne vous pas donné le temps de me comprendre. Est-ce que je voyage dans le ciel? En tout cas, je suis devant vous ici aujourd'hui, nous sommes tous sur la même terre. D'accord, merci monsieur Dambélé. Et cela me fait à ce débat sur la grève des gros porteurs. Un grand merci à nos invités. Ibrahima Kébé de Fassokanou, Khalid Dambélé, économiste au CRAPES. C'était une présentation de Fatmata Togola à la mise en onde de Sedumbo. La régie vidéo est assurée par Peting Diara. C'est une réalisation de Mohamed Sendebou et une coordination de Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.